Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Évasion de J'ai l'œil du tigre, la nouveauté 2024 où on voyage dans les tendances du secteur patrimonial et muséal et où on ouvre le champ des possibles. Bref, on va voir ailleurs dans des contrées lointaines ou inconnues. Une manière d'ouvrir le podcast J'ai l'œil du tigre sur d'autres territoires au-delà de la France métropolitaine et sur d'autres secteurs aussi. Nous avons parlé d'intelligence artificielle au service des musées du patrimoine en janvier dans le podcast numéro 99. Nous nous sommes inspirés aux zoos et dans les parcs animaliers dans le numéro 102. Aujourd'hui, nous allons parler de métaverse au service des musées et du patrimoine. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête curieuse ? C'est en total novice que j'ai interrogé mes deux invités, Amélie Benchalal et Olivier Lelardou, dont vous trouverez les portraits en description de l'épisode. Au menu de ce podcast Évasion, qu'est-ce que le métaverse ? Quelles sont les opportunités pour le secteur muséal et patrimonial ? Exemple à l'appui. Quel mode d'emploi pour utiliser le métaverse au musée ou dans un site patrimonial ? Quelle méthodologie ? Quels intervenants, etc. Et enfin, les questions osées. Quel budget prévoir ? Quelles erreurs éviter ? On parle de scénarios catastrophes, mais aussi de fausses croyances et de peur à abandonner. Je vous laisse découvrir notre conversation dépaysante et originale pour le secteur musée et patrimoine. Belle écoute! Bonjour Amélie et Olivier, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre pour nous faire découvrir le métaverse au service des musées et du patrimoine culturel. Alors, comment allez-vous aujourd'hui ? Super, j'ai hâte d'échanger. On va très bien. Heureux d'être là. Ouais. Oui, il fait du soleil en plus. Parfait. Avant de démarrer notre conversation, j'avais envie de vous poser à tous les deux la nouvelle question 2024 que je pose aux personnes qui viennent partager mon micro. Quelle prévision avez-vous pour les musées cette année ? Si on devait faire un horoscope des musées comme dans l'épisode 100 du podcast, quelle tendance faut-il suivre d'après vous, hormis le métaverse bien sûr qu'on va découvrir aujourd'hui ? Amélie, une autre idée ? Même au-delà du métaverse, moi j'aimerais bien voir plus de musées investir l'univers en fait du jeu vidéo, que ce soit à travers le streaming ou des collaborations avec des grands noms du jeu vidéo, on en a déjà vu. Et puis après, il y a aussi toujours quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est l'incarnation aussi par les médiateurs ou les professionnels des musées, l'incarnation des musées par vraiment des personnes à travers les réseaux sociaux. C'est quelque chose auquel je suis attachée et j'espère que ça va continuer à se développer sur les réseaux sociaux des musées. Ok, et Olivier, une tendance, toi qui viens d'un milieu en plus extérieur des musées. Exactement. Alors, je dirais pas beaucoup mieux qu'Amélie. Simplement, je connecterais ça peut-être à l'actualité sportive, comme les grands musées français, notamment à Paris, hein, avec le Louvre, le musée d'Orsay. Enfin, toutes les grandes institutions vont être impactées par les Jeux Olympiques là bientôt. Donc, je me posais la question justement, est-ce que les musées vont bénéficier de cet afflux de visiteurs du monde entier qui viennent pas forcément pour la culture, plutôt pour le sport, mais peut-être quand même un petit peu parce que c'est Paris. Je serai probablement, on le saura quelques semaines ou mois après l'événement, mais je suis très curieux de connaître l'impact des Jeux Olympiques sur les visites des musées parisiens ou plus globalement en France, voire même l'accès international à la culture française pendant l'événement. Ok, bah on verra ça dans quelques mois, on aura des réponses, peut-être qu'il y aura un rapport du ministère qui nous décrira ça dans quelques mois. Ok, très bien. Alors, première question que je voulais vous poser dans ce podcast Évasion,
Qu'est-ce que le métaverse? Tout simplement, j'ai envie de dire. C'est quoi la définition, le b.a.-ba à savoir? Le métaverse, pour moi en tout cas, c'est une notion qui est très très dense et qui est souvent utilisée dans le langage courant, on va dire, pour qualifier une expérience en réalité virtuelle ou des expériences numériques plus largement, qui recréent tout un univers, tout un monde où les joueurs peuvent interagir en direct à travers des avatars qui ont été modélisés dans le jeu. Donc il y a cette notion-là. Après, si on veut vraiment pousser la notion de métaverse, pour moi, le métaverse, c'est vraiment ce qu'on voit dans le film Ready Player One, par exemple. C'est-à-dire que c'est encore plus poussé que ça. C'est un monde qui évolue en continu, qui dispose d'un circuit économique autonome avec de la monnaie, et où on pourrait en fait vivre une autre vie dans le virtuel. Mais aujourd'hui, voilà, d'un point de vue marketing, on va dire, on utilise ce terme pour qualifier des expériences numériques immersives. Voilà. Oui, moi j'avais chopé la définition du rapport du ministère de l'économie de 2022 et il résumait ça donc en insistant sur le fait que la notion de métaverse est quand même une notion assez abstraite pour le commun des mortels, j'entends, quand on n'y baigne pas. Et donc il résumait ça en un espace virtuel persistant avec des données de synthèse tridimensionnelles qui seraient interopérables. Olivier, la traduction. Très technique. Au secours. En gros, pour traduire les choses, c'est un environnement immersif en 3D, donc type réalité virtuelle, VR. Et quand il parle de données interopérables, c'est-à-dire que là, on parle plus de multiverse. On peut en dire un mot après. Il y a le métaverse qui est devenu une sorte de mot interdit quand même. Et puis le multiverse aussi. Interopérable, c'est parce que tout simplement aujourd'hui il y a plein de supports et de plateformes 3D immersives différentes qui ne sont pas forcément compatibles les unes avec les autres. Il y a eu un grand espoir ces dernières années, notamment avec le NFT et le Web3, les NFT et le Web3 en général, qui laissaient apparaître une solution qui permettait justement de transférer des assets, des tokens d'un univers 3D à l'autre. Bon, ça s'est pas passé tout à fait comme ça parce que ça a été détourné pour des raisons de spéculation. Simplement, la démarche est là et de très grandes sociétés de gaming qui produisent aujourd'hui les vrais métaverses. On en parlera un peu plus tard, comme moi je l'entends, en tout cas, comme celles qui me plaisent en tout cas, tout simplement parce qu'elles sont peuplées. Elles travaillent là-dessus, travaillent sur le fait de pouvoir transférer des données d'un espace à l'autre comme tout simplement quand vous voyagez d'un pays à l'autre, vous emmenez votre valise et votre valise c'est la même à Paris qu'en Thaïlande. C'est un peu ça finalement l'idée de ces métaverses interconnectés et interopérables. D'accord, ok, je pense qu'on va mettre un lexique dans, dans la description de l'épisode entre token, etc. Mais en tous les cas, c'est plus clair pour moi. Et on va essayer de voir des exemples concrets qui vont peut-être davantage parler encore aux auditeurs. Donc, deuxième question, quelles sont les opportunités pour le secteur muséal et patrimonial? Exemple à l'appui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que peut apporter le métaverse? Je pense que ça peut apporter plusieurs choses pour le secteur du musée ou du patrimoine. Déjà, il y a un enjeu si je puis dire, de découvrabilité des œuvres auprès d'un public du coup plutôt de joueurs, un public très ciblé et un public aussi qui a des connexions avec le domaine de l'art. Parce qu'on dit aussi que le jeu vidéo, enfin qu'on peut le considérer en tout cas comme le 10e art, et je pense qu'il y a beaucoup de connexions à faire entre ces deux mondes. Donc il y a cet enjeu de faire découvrir, de diffuser la collection. Et il y a eu par exemple la galerie, la Serpentine Galerie, qui avait recréé toute l'exposition qu'ils avaient dédiée à Cause, par exemple, dans Fortnite. Et on pouvait en fait, tout en restant chez soi, et en se connectant à Fortnite, découvrir les œuvres de cet artiste grâce à la reconstitution de la galerie. Donc il y a cet enjeu de pouvoir diffuser un grand nombre de joueurs des œuvres. Après, à côté de ça, il y a aussi un enjeu, je pense, de communication et d'image, de se dire et de voir que les musées, le patrimoine investissent ces canaux-là, ces univers-là. Ça montre aussi qu'ils essayent de s'adresser à d'autres personnes, à continuer à développer leur public. Et ça amène de la modernité,
Donc ça va vraiment dépendre de ce que recherche l'établissement. Et après, on peut aussi y voir, je pense, un enjeu de médiation à l'intérieur même de l'expérience. Il y a eu, par exemple, en 2021, le Time qui a dédié toute une expérience à Martin Luther King. Il y avait une partie musée à l'intérieur de cette expérience où on voyait des photos, il y avait aussi la vidéo de son discours et il y avait toute une expérience de jeu autour de cet événement-là qui avait une vraie visée pédagogique. Dans la même veine aussi, plus récemment, dans Fortnite, il y a eu la création d'un musée de l'Holocauste par une personne indépendante. Et vraiment là, son objectif, sa visée est éducative et pédagogique. Donc on a aussi ces projets qui se veulent en fait être de la médiation dans le métaverse. Donc ça, il y a plein de possibilités en fait offertes au musée. D'accord. Donc du coup, finalement, on crée des espèces d'expériences patrimoniales et muséales à l'intérieur des jeux vidéo pour pouvoir découvrir à la fois des contenus, des œuvres, du bâti, voilà, des messages culturels plus globaux dans ces jeux vidéo. C'est bien ça? Totalement. Ça peut aller de la simple reconstitution avec des cartels, avec la reconstitution des œuvres dans un espace qui ressemble au musée, mais ça peut être aussi beaucoup plus ludique. On peut imaginer des choses beaucoup plus jouables, on va dire. Et il y a même des expériences beaucoup plus ambitieuses. Je pense au Met Museum qui a lancé son expérience Replica sur Roblox et qui a cherché à connecter justement le métaverse et le musée. C'est-à-dire que grâce à une application, on pouvait venir scanner certaines œuvres et récupérer des éléments, des accessoires qui pouvaient être utilisés dans le jeu. À l'intérieur de l'expérience aussi, on pouvait, en récoltant des éléments d'œuvres ou de pièces, recréer sa petite exposition aussi. Donc il y a des choses, voilà, on peut donner aussi de la créativité aux joueurs et chercher à connecter le réel et le virtuel. Olivier, vu de ta fenêtre. Oui, alors effectivement, je pense que l'opportunité, évidemment, pour les musées, notamment pour les grands musées classiques, traditionnels, je dirais, c'est une accessibilité beaucoup plus simple pour un public mondial qui peut éventuellement ne pas se déplacer sur site en présentiel. Donc on peut visiter bien sûr les différentes expositions et œuvres exposées à distance de façon plus immersive grâce bien sûr à la VR ou simplement un écran et puis un environnement 3D simple à naviguer. Cependant, je ne pense pas que ce soit vraiment la vraie opportunité pour les musées. Je pense que cette expérience, reproduire simplement le Louvre en 3D de façon exacte dans un environnement 3D a très peu d'intérêt, d'après moi, bien sûr. Hein, j'ai pas forcément, c'est mon avis personnel. Je pense que ça a très peu d'intérêt. L'intérêt des métaverses, notamment celles qui sont hébergées dans les grandes plateformes de gaming, comme l'a mentionné Amélie, que ce soit Roblox, Fortnite, Minecraft ou autre, c'est je dirais, d'apporter, de parler culture avec un langage que les jeunes générations connaissent. Et les jeunes générations, justement, alors moi je suis plus dans la jeune génération, j'ai grandi notamment avec, que ce soit dans l'éducatif, dans la culture ou dans l'entertainment, j'ai eu un rapport au contenu de façon passive. On était très passif face au contenu. Les nouvelles générations, donc même les qui sont aujourd'hui déjà des jeunes adultes, ont eux grandi dans l'interactivité grâce au gaming qui a explosé dans les années 2000, 2010, et aussi à la participation. Donc, je pense que l'intérêt de ces grandes plateformes de gaming et qui pourraient fusionner avec de grandes institutions culturelles, ce serait de gamifier toutes leurs propositions traditionnelles, qui est une expérience physique, d'observation et d'apprentissage classique. Là, c'est de la gamifier afin voilà, de travailler aussi sur les codes que les jeunes générations connaissent et donc ensuite de les amener à travers cette expérience vers je dirais une autre, l'expérience réelle, physique, plus classique, de les attirer en fait vers les musées, je dirais, physiques.
Donc voilà, et je pense que au-delà de la gamification, il y a même l'étape suivante que je vois venir dans à peu près tous les domaines, c'est la réinterprétation. C'est-à-dire que de donner presque, euh, je dirais, la possibilité au public de pouvoir jouer avec les codes des artistes sans aller trahir, en fait, bien sûr, l'œuvre originale, mais de comprendre fondamentalement quels sont les ressorts, je dirais, l'ADN de chaque œuvre, de chaque artiste, et de jouer avec pour vraiment s'immerger, non pas uniquement dans l'espace qui est le musée, mais éventuellement même dans la tête de l'artiste, voire dans l'œuvre elle-même, et pouvoir éventuellement même créer à la manière d'eux, pour encore mieux comprendre l'artiste, mieux comprendre le concept qui lui a permis de créer ses œuvres in fine, de mieux comprendre les œuvres. Très bien. Dites-moi du coup, troisième question, quel mode d'emploi pour utiliser le métaverse au musée ou dans un site patrimonial? Si on se projette un petit peu sur un projet de collaboration avec un musée ou un site patrimonial, comment on doit s'y prendre? Quelle méthodologie? Quels intervenants? Quelle manière de faire? Donc ça dépend des projets, j'imagine, mais est-ce que vous avez un peu une méthodologie type ou la description d'un projet que vous avez mené sans forcément le citer si c'est confidentiel, mais est-ce que vous pouvez nous embarquer un peu dans un projet métavers? Je peux peut-être. Alors, j'ai eu plusieurs expériences. Une expérience plutôt Web3. Mhm. Qui veut dire? Euh, alors, c'est blockchain, NFT, etc. NFT. D'accord, Voilà, NFT qui NFT. veut dire? Ouais. Désolée. Alors, c'est en français, c'est jetons non Oui, fongibles. Alors on pourrait faire un podcast complet pour expliquer ce que c'est, mais en gros, la blockchain, c'est une nouvelle architecture d'accord. informatique qui permet de créer des fichiers informatiques Ok. uniques. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord qu'une image que je crée, je peux la dupliquer à l'infini et on ne sait pas laquelle est l'original. Grâce à la blockchain et aux jetons, aux tokens et aux NFT, on peut avoir cet aspect unique, non fongible en fait, Ok. des assets digitaux. Donc c'est très intéressant pour les aspects financiers, commerciaux et éventuellement même en termes de certification d'œuvre parce que on peut certifier une œuvre grâce à un NFT puisque ce NFT est le certificat en lui-même. Voilà. Ok. Donc je suis peut-être encore un peu obscur, mais c'est voilà, c'est et donc dans l'art, la blockchain a été surtout en 2022 euh, a été extrêmement dans les tendances en fait. Des grandes maisons de vente aux enchères comme Oui. Sotheby's par exemple ont créé le Sotheby's-verse, je crois, qui vend en fait des œuvres sous forme de NFT D'accord. qui sont non fongibles, donc je dirais aussi chères et aussi considérées comme étant uniques, alors que ce sont des fichiers digitaux. Donc, D'accord. C'est intéressant. et donc, j'ai travaillé avec une artiste qui s'appelle Annie-Laure Ballon, qui est à l'origine notamment de l'œuvre exposée Les Braves en Normandie, qui est un hommage, c'est une œuvre monumentale qui est en hommage aux soldats lors de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a un projet qui s'appelle Vitae, qui est de créer une sculpture sur la Lune. Ah, Donc on a tout à fait. Et donc donc c'est quelque chose de très sérieux, malgré l'aspect incroyable, la description incroyable, c'est très sérieux. Je vous encourage à regarder sur Internet, vous verrez, pas mal de choses ont été faites. Et donc on avait un projet NFT qui nous permettait un peu d'embarquer le public autour de ce projet artistique. Voilà. Et puis ensuite, j'œuvre de par ailleurs avec Amélie notamment et toute une équipe euh, dans le métaverse, mais plutôt pour des institutions, des artistes ou des marques. et donc du coup, quels intervenants vous travaillez en direct avec les maîtrises d'ouvrage du secteur culturel? Parce que c'est vrai que là, quand on discute ensemble, il y a quand même un certain vocabulaire, une espèce d'abstraction. Et c'est vrai que comme tout projet numérique, c'est pas forcément évident de travailler en direct avec les maîtrises d'ouvrage. Comment vous fonctionnez quelle méthode? Vous leur proposez déjà un mode d'utilisation du métaverse en fonction de ce qu'ils veulent valoriser en termes de soft power, de médiation, de communication.
J'imagine que vous faites un peu un diagnostic avec eux du potentiel du métaverse pour leur structure. Et ensuite, vous leur proposez un projet. Comment vous travaillez? Si par exemple, je sais pas, le musée de la chaussette a envie de faire un projet métaverse avec vous, euh, quel mode d'emploi vous leur proposeriez? Je vais laisser Amélie répondre, mais je dis quand même un mot de ça. Il y a plusieurs strates, je dirais, en termes d'approche. La première, c'est de notre côté, c'est déjà d'apporter de l'authenticité en fonction de quel métaverse on parle. Si vous parlez de Fortnite, de Roblox ou d'un espace 3D que vous créez de zéro, c'est pas la même chose. Donc, il faut amener quand même des gens, des experts qui sont vraiment authentiques de ces plateformes-là et qui sont vraiment nés natifs de ces plateformes. Ça permet vraiment d'amener une certaine authenticité dans notre proposition. Et ensuite, mon travail, notamment moi, c'est de servir d'interface entre cette authenticité issue des plateformes, donc par exemple Fortnite, donc des créateurs dans Fortnite qui font des choses depuis des années, et puis des directeurs artistiques qui sont soit d'institutions culturelles ou de très grandes marques quoi, voilà, ou bien d'artistes directement. Donc effectivement, il faut être assez authentique et donc radical dans quelque part dans la description de ce qu'il y a à faire, dans l'approche technique et artistique, et en même temps savoir traduire tout ça auprès des gens qui eux sont pour le moment en tout cas, et ça va changer parce que tout le monde gagne en expérience au fur et à mesure que les années passent, pour le moment assez ignorant de ce qui est possible de faire, soit techniquement, soit artistiquement, et même en termes de public. Connaître les us et coutumes du public qui peuplent ces métavers, c'est aussi un enjeu énorme pour que ce soit les artistes, les institutions culturelles ou les marques. Il faut savoir parler le bon langage. Je parlais de gamification tout à l'heure, de participation. Ça fait partie des nouveaux langages à maîtriser pour toutes ces institutions, tous ces artistes. Donc moi, c'est justement mon travail, c'est d'être le traducteur et de me situer entre les deux. Amélie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce mode d'emploi pour un projet métaverse musée ou site patrimonial? Oui, je pense que l'enjeu principal, en tout cas, et l'un des premiers enjeux qui va se présenter s'il y a ce type de collaboration qui se met en place, c'est de réussir à s'accorder sur l'ambition, sur l'objectif de cette expérience. Je pense que si un établissement culturel veut se lancer dans le métaverse, il faut qu'il y ait réfléchi et que vraiment soit clair. Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est de la médiation? Est-ce que c'est développement du public à fond? Est-ce que c'est un peu tout aussi? Et de réussir justement à trouver le bon équilibre entre ce qu'on veut diffuser, parce que souvent, de connaissances en tout cas, je sais que les musées, les institutions culturelles ont envie de partager du savoir, de la connaissance, et c'est pas forcément toujours ce que viennent chercher les joueurs. Donc il va falloir réussir à se mettre d'accord, à trouver un équilibre, à s'écouter, à échanger pour trouver le bon équilibre entre cette ambition, cette envie des musées et la connaissance des joueurs et des codes en fait du métaverse qu'on peut apporter. Oui, et je dirais même l'expérience, parce que c'est vrai que le musée, on le voit comme quelqu'un qui va vouloir transmettre des savoirs, des informations, mais le musée est de plus en plus un lieu vraiment d'expérience, où on va vraiment mettre l'usager au cœur et la connaissance de cet usager pour justement comprendre ses envies, ses besoins, ses comportements, Oui, pour justement lui proposer une expérience adaptée. Et là, clairement, l'objectif, c'est d'utiliser ce que peut apporter le métaverse pour proposer une expérience muséale et patrimoniale qui va être différente grâce aux codes et aux usages et aux opportunités du métaverse. exactement. Et je pense vraiment que le métaverse, en tout cas dans le cadre des musées, va permettre d'améliorer l'expérience de la visite du musée physique bien meilleure et bien plus efficace. Parce que je donne l'exemple de quelqu'un, peu importe son âge, qui arrive à Orsay et qui tombe sur une œuvre. Souvent, bah, il se retrouve face à cette œuvre de façon un peu immédiate, sans préparation. Il arrive, il tombe dessus, il a un petit texte à lire éventuellement, il a ses propres connaissances qui sont peut-être limitées
par rapport à cette œuvre, à l'artiste. Il aura quelques instants, quelques secondes, quelques minutes à passer devant l'œuvre parce qu'il y a peut-être du monde, etc. Donc finalement, l'expérience face à l'œuvre, elle peut être assez un peu rude dans certains cas, je dirais, et pas très profonde en tout cas, parce que le contexte du musée et de la visite et du flot de visite fait que on peut pas y passer du temps et on peut pas creuser. Oui, c'est même 8 secondes apparemment, d'après Voilà. les sondages, 8 secondes devant chaque œuvre. Exactement. Donc je dirais que le métavers, si on pouvait de chez soi, si en prévision d'une visite, par exemple une visite d'Orsay, une visite d'une exposition d'impressionnistes, d'aller dans un métaverse Orsay qui nous permet de mieux comprendre ce que c'est que l'impressionnisme, pour comment les peintres ont eu cette idée et comment sont arrivés à cette technique de peinture. Ça permettra au moment où on arrivera dans le musée et où on sera un peu pressé par le monde physique, je dirais, de mieux apprécier ce moment. Voilà. Je pense que vraiment il y a beaucoup de gens qui survolent un peu les visites physiques des musées parce que ils savent pas trop quoi y faire, comment aborder l'œuvre. Et encore une fois, ils sont poussés par le flot des visiteurs. Voilà, donc je pense vraiment que ça va permettre de mieux préparer en fait la visite physique, qui sera du coup une sorte de un peu la cerise sur le gâteau, le moment ultime de l'expérience globale de ce qu'est un musée en fait. D'accord, ça marche. Et donc, du coup, les questions un peu osées maintenant, je vais oser justement poser à la place de l'audience. Quel budget, quelles erreurs éviter, quelles fausses croyances aussi, quelle peur à abandonner pour celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans un projet de métaverse. En vous écoutant, j'ai l'impression que le métaverse, alors c'est sans doute une fausse idée, s'adresse plutôt aux grosses institutions, peut-être à une certaine catégorie de musées en termes d'importance et en termes peut-être de typologie, donc peut-être musée plus d'art, mais je me trompe peut-être. Est-ce qu'on est quel est vraiment le budget d'un projet de métaverse si on avait des enveloppes un peu grandes? C'est comme quand on veut se lancer dans l'intelligence artificielle, j'imagine qu'il y a un minimum de projets. Est-ce qu'on peut avoir un coût ou une enveloppe de coûts pour se dire, bah non, en fait, pour l'instant, le métaverse s'adresse plutôt à des mastodontes et pas forcément au musée de la chaussette? Alors, donner une fourchette, ça aura aucun sens parce que si je veux dire de 5 000 € à 5 millions d'euros, voilà. Ah, il n'y a pas de, il y a l'approche technique. Alors, vous parliez de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, effectivement, ça demande énormément de technicité, d'ingénieur, etc. Aujourd'hui, le métaverse, ça demande un petit peu de la technicité, mais pas autant. C'est-à-dire que si on s'appuie principalement sur des métaverses persistantes existantes, donc les jeux vidéo, Amélie en a fait beaucoup référence, Roblox, Fortnite, enfin celles qui sont vraiment très importantes aujourd'hui. Je dirais toute l'infrastructure technologique, serveurs, etc., est apportée quasiment gratuitement par ces grands supports. Donc c'est une chance extraordinaire. Donc finalement, les sociétés qui se développent qui créent du contenu sur ces plateformes-là ont principalement besoin de s'entourer d'artistes, de techniciens, mais qui ont un profil d'artiste, hein, je dirais des modeleurs 3D, des graphistes, ouais, des animateurs, etc. Sauf si vous voulez vraiment créer une métaverse hein, de zéro, complètement dédiée au Louvre, il n'y aura pas besoin d'un énorme investissement. Donc ça veut dire que en gros aujourd'hui pour une institution pour avoir une expérience de très très haute qualité permanente, donc si c'est permanent, ça veut dire aussi que l'expérience doit être je dirais réutilisable dans le long, enfin dans un temps donné. Les budgets commencent autour de 100 à 200 000 euros. D'accord, ok, hors taxe. Voilà, 100 à 200 000 euros. Oui, tout à fait. Et puis après, évidemment, en fonction de l'ambition, y a pas, Bien ça évidemment. peut monter très haut. Mais c'est important Voilà. de donner un peu des fourchettes de prix, Mm, entre guillemets, même si voilà, ça renvoie aussi à une complexité de projet, à un type de rendu, de livrable et mm, un type d'accompagnement, parce qu'en fait, c'est comme pour les compagnons numériques qui étaient très à la mode à un moment mm. donné. Il y a compagnons numériques sans équipement et sans gros développement technique multimédia, audiovisuel.
voilà, avec des prix planchers de 15-20 000 euros, et puis ensuite des compagnons complètement sur mesure, où on est là sur des projets aussi à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est intéressant d'avoir ces gammes de prix. Et est-ce que vous pourriez me dire quelles erreurs un peu éviter? Est-ce que vous avez vécu un scénario un peu catastrophe sur, voilà, que si on veut se lancer dans le métaverse, qu'est-ce qu'il faut éviter comme erreur et qu'est-ce qu'on peut abandonner aussi en termes de peur, de fausses croyances? Donc on va peut-être écarter déjà le débat monde virtuel, visite de musées virtuels qui contrebalancent et les gens ne viendront plus visiter en vrai les musées. Ça, on l'écarte parce que c'est un vieux débat des années 90. Mais est-ce que vous avez des fausses croyances Moi, j'imaginais aussi, par exemple, en ce moment, c'est ce que je vous disais un peu en off avant l'enregistrement, c'est que on est de plus en plus dans une envie pour les visiteurs de visiter en réel le musée. On parle aussi de plus en plus de sobriété numérique. Là, le métaverse, à première vue, sans analyse, il est un peu contre ces tendances. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, par exemple, en termes de fausses croyances, de peur? Je dirais que, alors, il n'y a pas d'opposition entre le monde digital et le monde physique. Il n'y a aucune opposition. Je pense que c'est complètement complémentaire et opposer ces deux mondes est vraiment c'est un débat, je pense, qui est aujourd'hui fini et qui ne vraiment qu'il faut dépasser en tout cas parce que c'est totalement complémentaire et l'un et l'autre se sert. Non, il y a une certaine croyance, notamment de certaines marques ou institutions. En fait, c'est très intéressant parce que vous avez certaines marques ou certaines institutions qui effectivement attirent des millions, voire des dizaines, voire des centaines de millions de personnes à travers les expériences qu'elles peuvent donner traditionnellement. Et elles pensent, ces institutions-là ou ces marques-là pensent qu'effectivement le fait d'être sur le métaverse, d'aller sur le métaverse, ça va être facile pour eux parce qu'ils ont déjà un énorme public, etc. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, et même voire pas du tout. Et donc, il peut y avoir des situations catastrophes qu'on n'a pas vécues parce que nous, on a conscience de ça, mais on a pu le constater de par ailleurs, des expériences catastrophiques où justement on se dit, ah, je suis tel musée ou je suis telle marque, je vais faire ma métaverse et ça va être extraordinaire, il va y avoir des centaines de millions de visiteurs parce que le monde Internet, c'est ça, c'est des milliards de personnes connectées en permanence. Eh bien non, en fait, pas du tout. Il faut apporter quelque chose, il faut attirer en fait le public dans l'espace digital comme il faut l'attirer dans le monde réel et attirer des personnes et un public dans le monde du digital. Il y a tout à faire, même si on est une grande institution qui cartonne dans le monde réel. Il y a un effort colossal. Donc il faut être extrêmement humble. Et c'est assez drôle parce que Amélie et moi, on collabore sur une très grosse expérience en ce moment avec voilà, une très grande institution mondiale. Et il ne s'arrête pas de nous dire, dis donc, ce projet qu'on a ensemble, ça nous apprend à être humble parce que finalement, on doit vraiment prouver notre légitimité à être dans le métaverse. D'accord. Et donc, prouver cette légitimité, c'est pas simplement de resservir entre guillemets la même soupe que ce qu'on fait dans le monde physique, c'est de s'adapter à un public qui existe, qui a grandi là-dedans, qui a déjà une histoire, qui a déjà un parcours et qui a sa propre culture, sa propre langage, ses propres codes. Oui, ses propres usages. C'est vrai que c'est déstabilisant. Mm. Et donc, faut savoir s'adapter. Exactement. C'est pas les mêmes du tout. En plus, il y a eu, moi, on parle aussi de génération. Donc, je dirais que les gens qui sont un peu puissants dans le monde réel ne sont pas les mêmes personnes, ne sont pas de la même génération que les gens qui sont puissants dans le monde digital. Donc, ça veut dire qu'il faut, on n'a pas grandi avec les mêmes codes, avec les mêmes, vous voyez, on a des biais complètement différents. Donc, en fait, c'est cet aspect, en fait, un peu psychologique, culturel, générationnel bien comprendre pour avoir une bonne expérience dans le métaverse et puis et faire en sorte que ça se passe bien. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle, notamment pour la jeune génération qui a quand même encore malheureusement du mal à percer dans le monde réel dans certains cas. Là, vraiment, ils ont un boulevard pour prendre les manettes de ce qui se passe dans le monde digital parce que c'est, c'est un monde qui est fait par eux, pour eux,
et ils ont tout à apporter en fait au monde physique à travers toute cette économie digitale. Amélie, est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cette dernière question? Bah, moi, je trouve que les musées, du coup, seraient tout bien placés pour faire des expériences géniales dans le métaverse, parce qu'ils ont la chance d'avoir aussi les métiers et l'expérience pour comprendre, en fait, d'autres publics et mettre en place, justement, des passerelles entre leurs œuvres, leurs connaissances, leur patrimoine et d'autres publics. Donc, je suis sûre qu'ils seraient tout à fait bien placés pour mettre en place des expériences qui fonctionnent. Donc, j'ai hâte de voir. Oui, merci infiniment Amélie et Olivier de nous avoir évadés avec le métaverse aujourd'hui. Et puis j'ai pas mal à la tête, donc c'était plutôt présenté simplement. Est-ce que vous avez une actualité à nous partager avant de se quitter? Ouais, Amélie et moi, et puis d'autres membres de nos équipes, travaillons sur plusieurs projets Ah, qui sortiront à la fin de l'année. Donc c'est une ok. actualité qui va arriver. On ne peut pas en parler tout de suite, mais ça sortira d'ici la fin de l'année. Ça va être vraiment très très qualitatif. Ça a été de très longs mois de travail à très haut niveau. Donc on est très fiers du résultat. Amélie fait un travail aussi extraordinaire. Même si elle est pas technicienne 3D, ben, à travers son savoir-faire, elle apporte sa brique à l'édifice très largement. Et donc, on est très fiers de ce qui se passe. Et donc, dans quelques mois, on se donne rendez-vous pour vous présenter notre expérience métaverse qui va être assez spectaculaire. Ok, et ben on mettra justement cette nouveauté dans la description de l'épisode, le moment venu, au-delà de la Merci. sortie, de la mise en ligne de cet épisode 106. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre, et encore merci Amélie et Olivier pour ce partage des paysans. Merci Claire, à bientôt. Merci.